Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous vous portez très bien. Je suis ici aujourd'hui en ce dimanche 29 novembre 2015 pour vous parler d'un événement qui s'est produit à Paris il y a bientôt 2 semaines et qui nous a tous plongés dans une tristesse immense. Je profite de cette occasion pour présenter mes condoléances à toutes les victimes, à toutes les familles des victimes, à tous ceux et à toutes celles qui ont perdu des proches, des amis, des collègues de travail. Et je dis à tout le monde, plus jamais ça. Alors, j'ai attendu un tout petit peu avant de faire cette vidéo, parce que je crois que le contexte dans lequel les attentats sont produits a été un contexte assez difficile. Donc, il fallait attendre un tout petit peu pour avoir assez d'informations là-dessus et pour pouvoir faire une analyse assez sérieuse de ce qui s'est réellement produit. Et évidemment, ce n'est pas de la mathématique, je donne mon point de vue. On peut être d'accord avec moi, on peut ne pas être d'accord avec moi. L'essentiel, c'est que le débat puisse être posé et que chacun puisse véritablement apporter sa pierre à l'édifice. Alors, moi, je commence cette vidéo tout d'abord en parlant du travail des renseignements, des services de renseignement. Juste après les attentats du Bataclan, donc il y a eu une série d'attentats qui a frappé la ville de Paris le 13 novembre 2015 et qui ont été des attentats meurtriers au Bataclan d'abord, et ensuite il y a eu des attaques au kamikazes, des explosions au niveau du Stade de France où il y avait le match France-Allemagne, où il y avait d'importantes personnalités dans le stade, dont le président français François Hollande. Alors, juste après les attaques de Paris, le lendemain des attaques de Paris, il y a énormément d'informations qui ont été produites par les services de renseignement qui nous ont dit qu'en réalité, l'un des commanditaires ou le cerveau des attentats, en l'occurrence Abdelhamid Abaoud, a été suivi depuis très longtemps. On savait qu'il était parti en Syrie, on savait qu'il avait fait le voyage déjà, etc., etc. Et moi, je pense qu'il y a une part de responsabilité de la part des services de renseignement. Et on ne peut plus se permettre, en l'état actuel des choses, à chaque fois qu'il y a un attentat qui se produit, qu'on vient nous dire « ouais, on est vraiment désolé, on savait que le mec, il avait fait la Turquie, on savait qu'il avait déjà fait la Syrie, on n'avait pas pris ces menaces au sérieux, on ne pensait pas qu'il était capable de faire un acte d'une telle envergure. » Je pense qu'aujourd'hui, l'État a une lourde responsabilité dans ce qui se passe. On ne peut pas laisser des gens partir en Syrie, revenir de la Syrie, se promener librement en France sans que les services de renseignement puissent véritablement anticiper. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont fichés S, qui sont extrêmement dangereux, qui peuvent à tout moment créer des attentats sur le territoire français. On ne peut pas les laisser se promener comme ils veulent, sortir, entrer quand ils le veulent et comme ils le veulent. Ce n'est pas possible. Je crois que les services de renseignement doivent aujourd'hui anticiper et ne pas attendre que des attentats se produisent, qu'il y ait des centaines et des centaines et des centaines de morts pour venir nous dire « nous sommes vraiment désolés, nous savions qu'il avait déjà fait le voyage en Syrie, mais nous n'étions pas certains, nous n'avions pas la certitude qu'il était capable de faire un tel acte. » Et deuxièmement, il y avait aussi une autre personne qui faisait partie des attentats, qui s'appelle Salah Abdeslam. Donc lui, apparemment, il est venu à Paris le jour des attentats. Enfin, il était venu en voiture et il est reparti le jour même des attentats. Il a pu traverser la frontière belge et juste après, on nous a dit il a traversé la frontière belge, il a été même contrôlé par les gendarmes au niveau de la frontière, mais il a été relâché parce qu'en ce moment-là, il n'y avait aucun mandat d'arrêt lancé contre lui. Et maintenant, s'il est parti en Belgique, comment se fait-il que les services de renseignement belges et français n'arrivent toujours pas à le localiser, n'arrivent toujours pas à savoir où il est? Je pense que vous avez une part de responsabilité, vous, services de renseignement. Je sais que les moyens dont vous disposez ne sont pas des moyens très sophistiqués. Évidemment, en France, on dit que les services de renseignement font face à des conditions de travail assez compliquées, assez difficiles. Mais vous avez la responsabilité de pouvoir prévenir les gens, anticiper, éviter que ces genres de situations-là ne se produisent en France et éviter également d'attendre toujours le lendemain des attentats alors qu'il y a déjà des centaines et des centaines et des centaines de morts pour venir nous dire qu'on ne savait pas qu'il était capable de faire ça, on savait que le jeune homme il a été en Syrie, on savait qu'il est rentré de la France il y a 2 ou 3 mois. On ne peut pas laisser ces gens-là se promener tranquillement en France parce que le fait qu'ils soient dans ce pays nous met nous citoyens en danger. Et évidemment, vous avez une part de responsabilité, vous les services de renseignement. Je ne dis pas que vous ne faites pas votre boulot, vous le faites, mais vous le faites à moitié. Il faut maintenant le faire totalement.
Alors, pourquoi la France est devenue la cible des terroristes? C'est une question importante qu'on se pose. La France est devenue la cible des terroristes pour des raisons que nous connaissons tous. Et la plus grande raison est probablement la guerre en Libye. La guerre en Libye a été déclenchée dans les années 2012 et puis la France s'en est chargée. Donc les Américains ne pouvaient pas participer à cette guerre parce que les Américains avaient déjà la guerre en Irak sur la tête. Ils avaient déjà la guerre en Afghanistan. Deux guerres dans lesquelles les Américains n'ont pas fait grand-chose. N'oublions pas que la France, en 2003, n'avait pas soutenu le gouvernement américain, l'administration Bush, dans sa guerre contre l'Irak de Saddam Hussein. On nous a inventé des armes de destruction massive. On a bombardé Saddam Hussein et l'Irak de Saddam Hussein. Saddam Hussein a été assassiné. Et jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a aucune arme de destruction massive qui a été retrouvée sur le territoire irakien. Donc ça veut dire quelque part, on nous a menti dans cette guerre-là. Ce n'est plus en secret, tout le monde le sait, c'est un mensonge. L'administration Bush a reconnu par le truchement de Colin Powell, par la voix de Colin Powell donc, qu'il n'y avait jamais eu d'armes de destruction massive. Donc c'était une guerre inventée de toutes pièces pour se débarrasser d'un dictateur, en l'occurrence Saddam Hussein. Alors, puisque les Américains étaient déjà impliqués dans une guerre en Irak, ils avaient déjà été impliqués dans une guerre en Afghanistan et que ça n'avait pas trop marché, donc du coup ils avaient du mal à s'engager dans une troisième guerre. Donc il fallait qu'une autre puissance puisse prendre le relais. Et malheureusement la France de Sarkozy a eu la folie, l'idiotie de prendre ces responsabilités-là. En 2003, la politique étrangère de la France marchait très bien. Et je pense que c'est ça aujourd'hui le problème de la France. Il y a un problème de politique étrangère aujourd'hui. La politique étrangère française ne marche plus depuis l'arrivée de Sarkozy. Pourquoi? Je vais m'expliquer. En 2003, les Français avaient dit non, avaient osé dire non aux Américains quand ils voulaient attaquer l'Irak. Chirac avait dit non, et ce non de Chirac avait fait de la France un symbole de résistance contre la superpuissance américaine. Aujourd'hui, Chirac est parti, Sarkozy est revenu en 2007, et Sarkozy n'avait pas eu le courage et l'intelligence de pouvoir dire non aux Américains quand il le fallait. La France n'avait absolument rien à faire en Libye, à part destituer Kadhafi, qu'on considère comme un dictateur, qui est en réalité un dictateur, et plus tard s'emparer des richesses pétrolières et naturelles de ce pays-là. Ce qui a été fait, Kadhafi a été assassiné, les richesses du pays ont été pillées, mais on n'avait pas anticipé sur les conséquences de cette guerre-là. Et aujourd'hui, la guerre en Libye a transformé ce pays en une poudrière. La Libye est devenue aujourd'hui, avec le départ de Kadhafi, une jungle. C'est une jungle. Les gens, ils entrent, ils sortent, il y a des manques d'armes et tout. Il y a des milices armées qui dirigent le pays. La Libye est le seul pays au monde, l'un des rares pays au monde où vous avez deux gouvernements différents. Il y a un gouvernement qui est à Tripoli, qui est dirigé par des gens qu'on considère comme des islamistes. Et à l'est du pays, vous avez un gouvernement qui est reconnu par la communauté internationale. Ça, c'est le bordel total. Du temps de Kadhafi, il y avait au moins un dictateur, mais il y avait un dictateur qui faisait régner l'ordre. Du temps de Saddam Hussein, on savait que la communauté, les minorités chiites, parce que Saddam était un sunnite, donc les minorités chiites étaient un peu marginalisées. Il y avait même des oppositions assez tendues entre Saddam et les autres qui n'étaient pas de son camp. Saddam avait commandité des exécutions sommaires, etc., etc. Mais au moins, on avait un dictateur qui parvenait à faire régner l'ordre, ce qui n'est plus le cas depuis la chute de Saddam, ce qui n'est plus le cas depuis la chute de Muammar Kadhafi. Ces deux pays-là, la Syrie et l'Irak, sont devenus aujourd'hui des jungles où il y a des milices armées. En Libye, par exemple, il y a une milice armée qui dirige le pays. En 2013, ils ont encerclé des ministères, dont le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'économie, si je ne me trompe pas. Et ils ont fait voter des lois. Donc ça veut dire quoi? C'est des milices armées qui, à chaque fois qu'elles sentent qu'elles ne sont pas contentes parce qu'une loi doit être votée, encerclent les ministères, prennent en otage des gens innocents, et puis dictent leurs lois et font voter des lois. C'est la Libye d'aujourd'hui, c'est la Libye d'après Kadhafi. En Irak, pareil. Du temps de Saddam Hussein, il y avait un dictateur. Depuis la chute de Saddam Hussein, il n'y a ni dictateur évidemment, mais c'est un pays qui est complètement laissé à la merci des Occidentaux. Les richesses pétrolières sont pillées. Il y a une guerre intercommunautaire entre chiites et sunnites au sein même de la communauté musulmane irakienne. Les chiites ne s'entendent pas avec les sunnites ne s'entendent pas avec les chiites. C'est des
communautés qui se regardent en chien de faïence, qui sont capables de s'entretuer, parce qu'en réalité, dans l'intervention américaine, il était question également de faire en sorte de pouvoir diviser les deux communautés et de pouvoir nous montrer, nous autres, une image négative de l'islam en disant voilà l'islam, c'est des gens qui ne s'entendent pas, c'est des gens qui ne s'aiment pas, c'est des gens qui se tuent pour alors qu'ils sont de la même religion. Tout ça, ça nous a été vendu et malheureusement on est aujourd'hui dans cette situation-là. Alors, dans une telle situation, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des vagues de migration, des vagues migratoires. Ces dernières années, nous avons assisté, ces derniers mois, nous avons assisté à une très forte vague migratoire venant de la Libye et également venant de l'Irak et de la Syrie, de Bachar al-Assad. C'est intéressant le cas de Bachar al-Assad parce que la Libye a été immédiatement transformée en enfer par les Occidentaux à travers une intervention française qui n'a rien donné et au contraire qui a fait que des ennuis. L'Irak également. Mais pourquoi Bachar al-Assad parvient-il toujours à résister? Alors l'explication elle est simple. Elle est très simple parce que Bachar al-Assad, n'oublions pas qu'il fait partie d'une minorité qui s'appelle les Alaouites, qui représentent 10% de la population irakienne. Les Alaouites représentent 10% de la population syrienne. Bachar al-Assad, il est Alaouite et les Alaouites sont des chiites. Donc il est Alaouite, il est chiite. Donc quand on parle de chiisme aujourd'hui, on pense immédiatement à l'Iran. Il est soutenu par l'Iran, il est également soutenu par la Russie. Donc quand vous avez deux puissances nucléaires, l'Iran à côté, la Russie à côté qui vous soutiennent, il y a de très fortes chances que vous puissiez rester longtemps au pouvoir. Et c'est ça le secret de Bachar al-Assad. Ce n'est pas un homme très fort comme son papa Hafez al-Assad. Ce n'est pas parce qu'il est super intelligent ou parce qu'il parvient à manier les intérêts des uns et des autres pour pouvoir rester au pouvoir. Il est au pouvoir parce qu'aujourd'hui, il jouit du soutien de l'Iran, puissance nucléaire. Il jouit également du soutien de la Russie, de Poutine, une puissance nucléaire, sans compter également le soutien du Hezbollah libanais qui se trouve au sud du Liban et qui est également un mouvement chiite. Alors, c'est important également de noter, de dire qui finance les terroristes aujourd'hui. J'arrive pas à comprendre comment se fait-il avec toutes les dispositions, avec tous les moyens financiers dont dispose l'Occident aujourd'hui, on n'arrive pas à se débarrasser d'un groupe terroriste qui s'appelle État islamique, ou Al-Qaïda, ou bien Boko Haram en Afrique. Alors que nous avons suffisamment, les Occidentaux ont suffisamment de moyens pour aller déclencher des guerres dans d'autres pays, pour faire tomber des régimes qui ne leur plaisent pas ou qui ne les arrangent pas. Mais pourquoi on a tant de peine, tant de difficultés à éliminer, à neutraliser un groupe terroriste? Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a des gens qui financent des terroristes quelque part. C'est pas moi qui le dis. Il y a Vladimir Poutine qui l'a dit récemment. Puis il y a 40 pays au monde qui financent l'État islamique. Il parle en connaissance de cause. Poutine parle en se basant sur des informations qui ont été envoyées, qui ont été transmises par ses services de renseignement, par les services de renseignement russes. Et Poutine, on peut dire tout ce qu'on veut de Poutine, c'est un clone, c'est ceci, c'est cela, mais quand même c'est un président qui est crédible. Et je pense qu'aujourd'hui c'est l'un des présidents les plus crédibles au monde, même si on essaie toujours de le tourner en dérision, de nous montrer une image de Poutine dictateur, qui essaie de tout faire pour s'agripper au pouvoir, qui ne veut pas lâcher le pouvoir, etc. Poutine nous dit qu'il y a 40 pays au monde aujourd'hui qui financent l'État islamique. Et parmi ces 40 pays au monde qui financent l'État islamique, il y en a qui sont membres du G20. C'est grave comme révélation. Si les révélations de Poutine s'avèrent vraies, ça veut dire qu'on est en face d'une situation extrêmement complexe, extrêmement difficile géopolitiquement. On ne peut pas vouloir combattre un ennemi et en même temps être du côté de l'ennemi. Et juste pour avancer un peu, pour corroborer un peu les propos de Poutine, je sais qu'en Syrie, les Américains soutiennent l'armée syrienne libre, qu'on appelle ASL, en anglais Syrian Free Army, donc c'est l'ASL en français, armée syrienne libre. Et tout récemment, les Américains, les médias américains ont révélé que l'armée syrienne libre, formée par les États-Unis pour faire tomber Al-Qaïda, État islamique, l'armée syrienne libre est allée sur le territoire, sur le comment dirais-je encore, est allée sur les fonds pour combattre l'État islamique. Et au lieu de combattre l'État islamique, ils ont donné leurs armes, ils ont rendu leurs armes à l'État islamique. C'est grave. Vous êtes formé par les Américains pour combattre un groupe terroriste, et une fois sur le terrain, vous rendez vos armes à ce groupe terroriste-là. Ça veut dire quelque part, il y a une connivence, et on ne peut pas nous dire. De toute façon, ce n'est rien de nouveau, parce que les Américains l'ont toujours fait. C'est toujours
toujours possible pour le gouvernement américain et pour les services de renseignement américains, dont la CIA, de donner des armes à des groupes terroristes, à des groupes clandestins pour faire tomber un régime. Donc ce qu'il faut comprendre dans ce conflit en Syrie, c'est que la présence d'État islamique n'est rien de nouveau, n'a rien d'extraordinaire. C'est que l'État islamique est en Syrie dans le seul et unique but de faire tomber le régime de Bachar el-Assad. On veut faire tomber le régime de Bachar el-Assad comme on l'a fait avec la Libye, comme on l'a fait avec l'Irak, mais avec l'aide et avec le soutien de la Russie et de l'Iran, les Américains ont un peu peur. Mais s'il n'y avait pas le soutien de l'Iran, s'il n'y avait pas le soutien de la Russie, aujourd'hui le régime de Bachar el-Assad n'aurait pas existé, n'existerait plus. Donc aujourd'hui on est dans une phase extrêmement compliquée où parfois certaines puissances économiques, militaires sont capables de financer des groupes terroristes pour faire tomber un gouvernement, ce qui à mon avis est une chose abominable. Et puis ça, je pense que c'est les services de renseignement qui sont sérieux. Malheureusement, ils ne sont pas indépendants parce qu'ils travaillent pour le compte de leur gouvernement, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis et dans d'autres pays. Ils sont obligés aujourd'hui de faire le sale boulot et de nous vendre l'idée qu'il y a une guerre intercommunautaire entre les chiites et les sunnites, de nous vendre l'idée que l'islam, à l'intérieur même de l'islam, il y a une guerre civile entre chiites et sunnites, alors cette guerre-là, c'est eux qui l'ont créée, c'est eux qui l'ont créée, qui l'ont fomenté pour ternir l'image de l'islam et pour nous vendre l'idée que l'islam c'est une religion diabolique qui tue des gens, etc. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que moi j'ai fait la remarque que les groupes terroristes ne sont que dans des endroits où il y a du pétrole. Au Nigeria, vous avez Boko Haram. Nigeria, c'est un grand pays exportateur de pétrole. En Irak, vous avez État islamique. État islamique est en Irak parce que l'Irak a du pétrole. Vous avez État islamique en Syrie, la Syrie a du pétrole. Vous avez Al-Qaïda en Libye, la Libye a du pétrole. Vous n'allez pas me dire que c'est une coïncidence, ce n'est pas une coïncidence. Les terroristes sont dans des endroits où il y a du pétrole. Donc il y a un enjeu politique majeur et économique majeur. Aujourd'hui, l'État islamique vend des pétroles pour pouvoir avoir de l'argent et se financer. Alors ce pétrole, il le vend à qui? D'après certaines sources, il y a la Turquie qui lui achète du pétrole. Pardon. Donc il faut tout décoder, quoi. C'est un jeu pervers entre les États occidentaux qui nous dirigent et aujourd'hui entre des groupes terroristes qui sont souvent créés, financés pour foutre le bordel et pour nous faire comprendre qu'il y a des problèmes là où il n'y en a pas. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il faut également penser aux populations qui souffrent le plus du terrorisme. Okay? Il y a quelque chose qui me gêne profondément dans la façon dont ce conflit et dont le terrorisme est traité en Occident. C'est quand il y a des attentats à Paris ou à Londres, ça fait la une de tous les médias, de tous les journaux au monde, alors qu'il y a des pays qui souffrent autant ou même plus des attentats terroristes. Il y en a beaucoup dans le monde, en Syrie, au Liban. Et je rappelle que 24 heures ou 48 heures avant les attentats de Paris, il y avait déjà des attentats au Liban qui avaient fait d'importantes victimes. Plusieurs victimes, et ces attentats-là n'ont pas été relayés de la même manière que les attentats de Paris. Il y a combien de personnes aujourd'hui qui sont tuées par Boko Haram au Nigeria tous les jours? Il y a combien de personnes qui meurent au Mali tous les jours, au nord du Mali, à cause du terrorisme? Il y a combien de personnes qui meurent tous les jours en Libye à cause du terrorisme? Et ça, on n'en parle pas. Il y a une information, une démocratisation de l'information qui me gêne profondément. La façon dont l'information elle est traitée, d'une part, d'un endroit ou d'un autre, n'est pas le même, ou n'est pas la même. Donc je pense qu'aujourd'hui, les médias, je sais que ça ne sera jamais le cas, mais les médias doivent quand même faire en sorte que l'on puisse avoir un traitement médiatique équitable. Aussi bien pour la France ou pour l'Occident, mais également pour les États du tiers-monde où le terrorisme fait des ravages, où il y a des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de personnes qui meurent tous les jours parce qu'ils ne sont pas capables de se protéger, parce que les gouvernements qui les dirigent n'ont pas les moyens qu'il faut pour les protéger. Je parle également du Nigeria, au nord du Nigeria, vous avez Boko Haram qui tue énormément de personnes. En Somalie, vous avez les Shebab qui tuent des centaines et des centaines de milliers de personnes tous les ans. Vous avez également le nord du Mali qui est devenu aujourd'hui un bastion des terroristes. Il y a Mokhtar El-Mokhtar, l'Algérien, qui a son fief là-bas, avec son groupe Al-Mourabitoun. Vous avez AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui s'est installé dans cette partie du Mali. Vous avez également des groupes clandestins qui vendent des armes venant de la Libye, qui n'est pas très proche, qui n'est pas très loin du Mali, et qui entrent au Mali comme ils veulent et qui sortent du Mali quand ils veulent, qui vendent des armes et qui transforment cette partie du Mali en une zone de guerre, qui fait que c'est extrêmement difficile pour le gouvernement
gouvernement central de Bamako de pouvoir gérer cette partie-là. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une phase extrêmement compliquée. Géopolitiquement, il faut qu'il y ait des coordinations à tous les niveaux. À tous les niveaux pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Il faut que les gouvernements arrêtent ce double jeu et nous disent exactement s'ils sont pour ou contre l'élimination définitive des groupes terroristes. Est-ce qu'on peut financer des groupes terroristes uniquement pour des raisons géostratégiques ou géopolitiques, ou est-ce qu'on doit lutter contre le terrorisme et l'éliminer définitivement? Ce sont les deux questions que moi je me pose. Alors je finis cette présentation par envoyer un message de soutien à tous ceux qui ont perdu des proches dans le terrorisme, qui ont perdu des proches dans les attentats de Paris ou ailleurs dans le monde, au Liban, en Syrie, en Afrique, partout. Soyez forts, restez vigilants et ne baissez pas les bras. Je pense que c'est un combat assez dur. Le terrorisme est devenu aujourd'hui un fléau international et je pense que c'est en nous serrant les mains et en restant très fort que nous parviendrons à éliminer cette menace qui nous guette et qui demande